Voilà, on recommence. Alors, Gérard Cognot, professeur émérite à l'université Nancy II et auteur de nombreux ouvrages sur les arts et la politique en Russie, en Pologne, au début du XXe siècle, et sur les mutations, disons, qui ont agité les sociétés dans les pays de l'Est, et puis au-delà, à la suite des grands événements qui sont à l'origine des systèmes totalitaires. Ces grands événements étant, comme on le sait, la Première Guerre mondiale et la Révolution russe. Donc il s'est produit une véritable coupure dans l'histoire, et c'est sur cette coupure que je vais essayer de réfléchir avec vous, en m'interrogeant tout d'abord sur la question du langage, car la question du langage est absolument cruciale pour comprendre l'état du monde, l'évolution du monde et surtout les désordres du monde. Alors, je rappellerai donc tout d'abord une maxime de Confucius qui, lorsque l'empereur qui l'avait interrogé, chinois l'avait interrogé pour lui demander comment remédier justement à ces désordres qui affligeaient, disons, la société de son temps, Confucius lui avait répondu: il faut d'abord rétablir les dénominations correctes. Pour rétablir un ordre de choses, disons, correct, qui soit conforme à la justice, à la morale, à la logique, eh bien, il faut d'abord redresser, retrouver le sens des mots qui ont été pervertis, qui ont été dépravés. Alors, en ce qui concerne, il existe un lien évident entre les systèmes totalitaires qui se sont succédés au cours du XXe siècle et qui se sont d'ailleurs, qui ont au fond, d'une certaine façon, également coopéré, bien qu'il y ait eu, que l'on puisse constater une évolution, n'est-ce pas, une chronologie. Donc je voudrais parler un peu d'abord de cette généalogie des systèmes totalitaires qui finalement ont abouti à l'état du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui est loin de correspondre à l'image qu'on veut bien lui en donner, n'est-ce pas, pour nous rassurer. Tout d'abord, je rappellerai donc que celui qui est maître des mots est maître des âmes. On peut évidemment donner comme exemple le rapport que Staline avait instauré avec le langage, puisque tout d'abord il avait utilisé des intermédiaires comme le fameux linguiste Marr et sa théorie japhétique pour essayer de donner une cohérence entre l'évolution du langage et l'évolution des sociétés. Et puis il avait compris que cela était inutile et il s'était lui-même institué maître donc des mots. Parce qu'il avait compris qu'étant maître des mots, eh bien, il serait aussi automatiquement donc également maître des âmes. Alors on peut constater une évolution dans les langages totalitaires, disons le langage du nazisme, le langage du communisme et le langage de ce troisième système totalitaire qui n'ose pas dire son nom, puisqu'il il prétend, disons, mettre en œuvre des principes d'égalité, de fraternité et de liberté, mais des principes qui ne sont jamais évidemment respectés, qui servent simplement d'appât, n'est-ce pas, pour les esprits crédules et pour leur faire, disons, accepter d'une manière douce, d'une manière non violente, des conditions inacceptables, des conditions de vie inacceptables, car elles sont fondées justement sur tout le contraire des valeurs que ces mots prétendent exprimer.
Donc, comment comprendre cet enchaînement? Nous avons la chance d'avoir sur le nazisme un ouvrage fondamental qui est l'ouvrage sur la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer, qui était un juif de Dresde, qui avait été un peu protégé par sa femme aryenne, mais qui avait donc avait analysé le langage totalitaire du Troisième Reich en le rattachant à ses racines nationales, n'est-ce pas, à ses racines qui étaient en fait enfouies déjà dans le romantisme allemand. Et aussi à travers une interprétation complètement fallacieuse de la philosophie du Nietzsche et de son surhomme, qui était évidemment, dont la notion était complètement déviée, comme on le sait. Donc on a eu on a un exemple donc d'analyse du fonctionnement d'un langage totalitaire qui consiste à remplacer au fond les faits, n'est-ce pas, les réalités vécues par des mots, et de manière à créer une sorte de fiction, de fiction idéologique qui s'empare des esprits et qui détermine leur comportement et qui donc permet de réaliser une sorte d'esclavage consenti. C'est là la différence avec les anciens régimes dictatoriaux du passé, les anciennes cultures monumentales, qui quand même également utilisaient des modes de persuasion, mais qui quand même faisaient davantage usage d'une violence, en tout cas directe, ouverte. Et alors, en même temps, il est évident que l'histoire des idées a déterminé l'histoire réelle, et que c'est d'une part dans les bouleversements qui ont agité la société russe tout au long du XIXe siècle, on peut faire la part des humiliations, des injustices ressenties par la grande majorité de la population et par la domination d'une élite, qui d'ailleurs, au fond, avait pris modèle sur l'Occident. Il faut compter avec cela. C'est tout de même ce qu'on a appelé l'intelligentsia qui a préparé le terrain et qui, paradoxalement, en faisant la révolution, en arrivant, n'est-ce pas, au terme de cette longue préparation, de cette longue évolution, avec la victoire sur le régime autocratique, et sur le régime aussi libéral, puisqu'il ne faut pas oublier que la révolution d'octobre, elle s'est faite grâce à un putsch dirigé contre un gouvernement qui lui-même venait de renverser l'autocratie. Donc c'est une sorte de table rase totale, générale, qui a été réalisée par les bolcheviks en octobre 1917. Mais cet aboutissement a eu pour résultat paradoxal que l'intelligentsia, qui avait au fond été à l'origine de cette rupture, en a été elle-même victime. Un sociologue contemporain considère, à tort ou à raison, mais plutôt à raison qu'à tort, que les intellectuels ont cessé d'exister, enfin l'intelligentsia en tant que classe a cessé d'exister à partir de 1917. Et il est vrai que on peut constater que dans les constitutions soviétiques, n'est-ce pas, l'Union soviétique, l'Union des peuples soviétiques,
était destiné à servir la cause des paysans et des ouvriers, des prolétaires, mais non des intellectuels. Le mot intellectuel a été ajouté très tardivement en 1977. Donc je crois que c'est ce phénomène-là, il mérite d'être médité, car c'est un phénomène qui s'est répété au cours de l'histoire. À savoir que ce qu'on appelait sous le communisme la nouvelle foi, et qui correspondait à ce que Czesław Miłosz a désigné d'un mot très juste, qui dans son livre La pensée captive, le titre de son livre La pensée captive, désignait exactement, n'est-ce pas, le fonctionnement du système communiste, qui ne pouvait justement exister qu'en s'emparant des esprits et en dominant, n'est-ce pas, la pensée collective et en substituant donc aux réalités, aux expériences vécues par les gens, une image idyllique qui était au fond complètement fantasmée, on peut dire même fantasmagorique. On en a un exemple avec les cinémas soviétiques, dont on peut voir aujourd'hui de très beaux films à la Cinémathèque de Bercy. Tous ces films sont des films de propagande. Ils sont tellement bien réalisés, avec un tel métier, avec un tel art, que même aujourd'hui, on est séduit, n'est-ce pas, par la parole qui s'y exprime, et qui est une parole révolutionnaire, et qui ne peut manquer d'ébranler tous ceux qui la reçoivent, dans la mesure où l'état des choses a bien sûr changé en ce qui concerne les étiquettes, mais il n'a pas changé en ce qui concerne la substance même de la vie. Et ces injustices, ces humiliations qui sont dénoncées dans l'Ancien Régime à travers ces films révolutionnaires, eh bien, ils se transmettent aujourd'hui automatiquement dans la conscience même des spectateurs, parce qu'ils peuvent facilement, faire une transposition par rapport à l'état même de la société, dont, au fond, personne réellement n'est dupe, tout en voulant se rassurer, en adhérant, n'est-ce pas, à une doxa qui est colportée par les médias, qui est colportée par la radio, par la télévision, par les journaux, et qui imprègne les esprits, ce que j'ai désigné dans un livre que j'ai appelé La théologie de la provocation, que j'ai désigné comme étant le tiers inclus. C'est-à-dire que dans chaque individu, par rapport, dans son dialogue avec lui-même, il doit affronter un tiers qui est formé, n'est-ce pas, par l'opinion dominante qui génère le conformisme, qui génère l'adhésion, n'est-ce pas, à des valeurs qui sont perpétuellement bafouées. Alors on assiste aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de résister à cette captation, n'est-ce pas, de la pensée, parce que chaque système totalitaire, et celui que l'on subit aujourd'hui sous des dehors peut-être plus apaisants que ceux des systèmes précédents, mais qui ne sont pas moins, n'est-ce pas, efficaces, même encore plus efficaces, eh bien, l'un des arguments qui est chaque fois utilisé, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. La grande force des bolcheviks consistait à refuser toute alternative à la voie qu'ils proposaient. C'était au nom d'une idéologie apparemment immuable, rigide,
n'est-ce pas, mais qui, à chaque moment de l'histoire, pouvait s'adapter au gré des circonstances, tout en gardant toujours son même caractère inflexible. On en a eu des exemples frappants, comme par exemple au moment du pacte germano-soviétique, après avoir lutté contre le régime hitlérien, contre le nazisme, au nom justement de l'internationalisme prolétarien. Le régime soviétique, bon, à l'époque, il était dirigé par un dictateur, Staline, enfin un dictateur qui également, n'est-ce pas, dont on ne voulait pas dire le nom, parce qu'il incarnait au contraire toutes les valeurs que l'on puisse imaginer. Donc, on n'a jamais pas. Bon, il avait tous les pouvoirs, mais on les lui reconnaissait volontiers, parce que, étant donné qu'il agissait pour le bien de la cause. Alors cette idée de cette absence d'alternative et ce bien de la cause, n'est-ce pas, qui peut justifier les actes les plus immoraux, les plus horribles, n'est-ce pas, et ce sont des instruments justement d'un système totalitaire, de chaque système totalitaire, et mais la différence entre les époques passées et l'époque d'aujourd'hui, correspond à une mutation du rapport entre les mots et les choses, entre le langage et la réalité qu'il prétend inspirer, qu'il prétend exprimer, du fait qu'auparavant, chaque régime étant au fond admis par tous dans son caractère justement totalitaire, n'est-ce pas, justement unanimiste, monolithique, eh bien sa parole d'emblée avait une force, si vous voulez, immédiate. Et il n'était pas nécessaire de dépraver le langage au point de le substituer complètement à la réalité. On pouvait se contenter de donner des explications, n'est-ce pas, des justifications, des argumentations, évidemment fallacieuses, mais qui au fond agissaient dans la mesure où chaque sujet n'avait pas le choix. Je me souviens, j'ai vécu sous cette loi d'airain, et certains amis qui étaient au fond, qui renaclaient contre cette loi, n'est-ce pas, qui façonnait, n'est-ce pas, l'opinion générale, l'opinion dominante. Eh bien, elle déviait la pensée de telle façon elle était à l'origine d'un phénomène d'autocensure qui empêchait les gens de penser autrement. Non qu'ils ne sachent pas, au fond, que ce qu'on voulait leur inculquer était faux. Au fond, ils le savaient, mais ils s'obligeaient à croire que c'était vrai, parce que, justement, ils étaient soumis à cette, n'est-ce pas, cette ligne générale, comme on disait, qui s'imposait dans tous les domaines, qui avait force de loi dans tous les domaines, dans le domaine social, dans le domaine politique, dans le domaine artistique. Et donc, on assistait à une véritable, n'est-ce pas, un endoctrinement qui, au fond, façonnait toute la société dans un moule unique, n'est-ce pas, et de façon à créer un homme nouveau, c'était l'homo soviéticus. Eh bien, aujourd'hui, l'homo democraticus s'est substitué à l'homo soviéticus, et au fond, on assiste au même phénomène. Donc, il est tout à fait l'un des moyens, disons, constamment utilisés par des régimes qui se prétendent démocratiques
mais qui, comme je l'ai dit, en fait, ne cesse de bafouer ce que devrait être la démocratie, n'est-ce pas? On pourrait multiplier les exemples, mais chacun de nous en a la preuve dans son quotidien. Donc cela est complètement inutile, on pourrait écrire une encyclopédie, et chaque citoyen français, allemand, n'est-ce pas, ou américain, pourrait évidemment faire lui-même, créer lui-même, n'est-ce pas, un dossier de toutes ces déviations, déformations, malversations qui entraînent, n'est-ce pas, qui mettent sous le joug la majorité de la population, sous le joug d'une oligarchie mondiale, financière, qui utilise justement cette, n'est-ce pas, toute une rhétorique uniquement dans l'intérêt de sa caste, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit même plus de classe, mais de caste. Et donc on se trouve dans une situation où les réalités sont, la réalité vécue et l'image que l'on donne de cette réalité sont complètement inversées, n'est-ce pas? Mais chacun on est toujours poussé par n'est-ce pas, la nécessité, n'est-ce pas, la nécessité de continuer à alimenter une foi qui est toujours nouvelle, mais qui au fond est toujours la même, car elle se perpétue sous des noms différents. Mais où est la différence, alors me direz-vous, entre le langage totalitaire du nazisme, le langage totalitaire du communisme et le langage totalitaire du démocratisme tel que je le présente? Eh bien, c'est qu'on est arrivé, on pourrait faire une sorte de justement, étudier cette généalogie en montrant une aggravation constante, n'est-ce pas, du poids que le langage exerce justement sur les esprits par cette substitution de mots, des mots aux réalités, aux faits vécus. Si bien qu'on aboutit à une véritable schizophrénie collective, n'est-ce pas? Et on continue à croire à des valeurs qui sont inexistantes, n'est-ce pas? On est dans un vide idéologique total, qui sans doute est générateur des mouvements, par exemple du terrorisme tel qu'on le subit aujourd'hui. Et là encore, il faudrait... Quand on voit aujourd'hui, pour parler de l'actualité, on rend hommage aux victimes du Bataclan et on a pu assister à une cérémonie très émouvante où 2 présidents se sont inclinés devant les familles, enfin devant les victimes de ce massacre et leurs familles. Ceci dit, on apprend que ces familles elles-mêmes se plaignent d'être laissées de côté. On a supprimé le secrétariat d'aide, justement, aux victimes. Bon, parce que sans doute cela coûte trop cher. Mais ceci dit, on va suppléer, n'est-ce pas, à ces lacunes par de beaux discours. Voilà le rôle du langage. De beaux discours apaisants, émouvants, n'est-ce pas? Comment ne pas croire à ces présidents tellement larmoyants sur le sort de gens qui, au fond, doivent leur perte à leur politique, n'est-ce pas? Parce que cela, c'est ce qu'on ne dit pas, n'est-ce pas? On ne dit pas que le terrorisme islamiste est engendré par l'occidentisme, il faudrait remonter dans l'histoire, remonter aux guerres de Tchétchénie, remonter à la guerre de Yougoslavie, pour établir n'est-ce pas, la collusion permanente entre les intérêts des élites occidentales et ces milieux islamistes radicaux, et tout ce jeu pervers, n'est-ce pas, qui d'ailleurs continue aujourd'hui, puisque on se lamente contre les crimes de ceux-là même que les régimes occidentaux soutiennent
en Syrie, n'est-ce pas? Si on se réfère au mot célèbre de M. Fabius en disant que Al-Nosra faisait du bon boulot. Qu'est-ce qu'Al-Nosra? C'est une organisation terroriste islamiste qui n'est en rien, n'est-ce pas, qui n'est en rien différente de l'État islamique. Ce sont simplement des organisations concurrentes, mais qui suivent les mêmes objectifs et qui obéissent à la même doctrine. Mais cela est dissimulé, voilà, sous tout un sentimentalisme, n'est-ce pas, des formes extérieures qui cachent véritablement les réalités. Et cela devient très grave, parce que chacun est exposé, n'est-ce pas? On est exposé, là j'ai parlé du terrorisme, mais on est exposé dans les aliments que nous consommons. On apprend que un pesticide extrêmement dangereux est sur le marché, qui imprègne tous nos aliments, mais on ne peut pas l'interdire pour des raisons commerciales. Pour ne pas déranger, n'est-ce pas, pour ne pas les intérêts des entreprises, justement, qui le produisent. On est sous la domination des laboratoires, n'est-ce pas, richissimes, tout-puissants, influents. On assiste à des désastres sanitaires, sans conséquence. Voilà la réalité de la démocratie. Voilà la réalité de cette société. Est-ce que ce n'est pas une réalité qui en soi est totalitaire et non pas démocratique? Voilà, mais c'est grâce au langage, c'est grâce à la perversion du langage que la plupart de nos citoyens pensent, n'est-ce pas, le contraire, n'est-ce pas, se persuadent du contraire. Prenons le cas de la Russie. Les années 90, qui ont été dominées par le libéralisme importé d'Occident, où la Russie s'est mise complètement à la solde des pays occidentaux, elle est devenue une colonie, n'est-ce pas, des entreprises occidentales, où des millions de Russes, des millions d'enfants ont périssé. La Russie a failli être démembrée, elle a failli disparaître. Alors, au sein même, n'est-ce pas, de cette oligarchie qui était à ce moment-là, qui était présidé par Boris Eltsine, est apparu un homme politique qui s'appelait Vladimir Poutine et qui, par patriotisme, a compris qu'il fallait changer cette politique, mais sans pouvoir pour autant, évidemment, renverser complètement le cours des choses. Donc cela a donné une sorte de régime hybride, il est vrai, mais qui a au moins le mérite, pour la première fois, de poser, n'est-ce pas, de poser les vraies questions concernant au moins le rapport entre la Russie et l'Occident, dominé par les États-Unis. Et cela a donné lieu à une campagne absolument frénétique de mensonges et de désinformation qui se poursuit tous les jours, n'est-ce pas, au détriment même des principes affichés par les démocraties. Quand on voit qu'aux États-Unis, on interdit un moyen d'information russe parce qu'on l'accuse justement de nuire aux intérêts des États-Unis, en violation même de l'article principal de la Constitution américaine, alors que peut-on demander de plus? Quand on voit que dans le domaine du sport, systématiquement, n'est-ce pas, sans aucun motif de dopage ou autre, on exclut des sportifs parce qu'ils sont russes, on se trouve devant une véritable forme de racisme qui n'a rien à envier à ce qu'on a connu à l'époque où l'antisémitisme était florissant en Europe grâce au régime nazi. Donc voilà en quoi consiste, si vous voulez, voilà pourquoi il est nécessaire de s'interroger sur le rapport entre les mots et les réalités qu'ils prétendent exprimer. Car il suffit de confronter ces réalités telles que je viens d'en indiquer quelques-unes avec l'interprétation que l'on en donne pour voir qu'on se trouve en face d'une falsification permanente de la vérité historique.
Aujourd'hui, dans les pays de l'Est, dans les pays baltes, en Ukraine, n'est-ce pas, on procède à ce qu'on appelle la décommunisation, c'est-à-dire qu'on détruit, on veut supprimer la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, où quand même l'armée soviétique, quel que soit, quoi qu'on puisse penser du système, n'est-ce pas, disons qu'elle représentait, a quand même libéré du nazisme des populations entières au prix des vies des soldats russes. 600 000 soldats sont morts en Pologne pour libérer la Pologne. Eh bien, en Pologne, dans les pays baltes, en Ukraine, on rejette, on veut nier cette réalité historique, cette vérité historique, et on se livre au culte, n'est-ce pas, de héros nationalistes qui ont collaboré avec l'occupant allemand et qui ont parfois commis des massacres bien pires encore que les Allemands eux-mêmes. Par exemple, celui de Babi Yar en Ukraine et autres. L'UPA, on fête maintenant l'anniversaire de l'armée de l'indépendante ukrainienne qui a sévi au moment de la Deuxième Guerre mondiale. On élève des statues à Bandera, Shkoukevich, Petlura, n'est-ce pas, les partis qui ont pris le pouvoir à Maïdan ouvertement se réclament, n'est-ce pas, se réclament de l'Ukraine aux Ukrainiens, n'est-ce pas, d'une purification ethnique qui est véritablement aujourd'hui instituée en Ukraine, n'est-ce pas, où on veut interdire toute autre langue que l'ukrainien, où on fait la chasse, n'est-ce pas, aux Russes, et où justement, comme on l'a fait aux Juifs dans le temps, mais les slogans restent les mêmes, n'est-ce pas, mort aux Juifs, aux Polonais, aux Russes, à tous ceux qui ne sont pas ukrainiens. Donc on se trouve devant un régime de purification ethnique au nom des valeurs européennes, parce que à cause du traité de coopération européenne qui a été à l'origine de Maïdan. Voilà encore un fait, n'est-ce pas, tout à fait évident, mais qui ne trouble pas les consciences, parce que, évidemment, dans la mesure où les consciences des gens sont absolument immergées dans une ignorance totale, n'est-ce pas, totale de ce qui se passe dans le monde. Une ignorance apparente, si vous voulez, parce qu'on subit une surinformation, mais cette surinformation a pour résultat une véritable désinformation. Si bien que personne n'est en mesure de vous dire, n'est-ce pas, ce qui se passe, disons, dans tel ou tel pays, quelle est la réalité exacte, parce que justement, l'information que l'on reçoit a pour but, non pas de faire connaître la vérité, mais de la dissimuler. Et cela à travers, justement, les envoyés spéciaux, les journalistes, qui, soi-disant, n'est-ce pas, qui envoient à leur rédaction très souvent des communiqués qui sont censurés par les rédactions elles-mêmes, parce que dans la mesure où celui qui a le courage, l'honnêteté d'être un véritable journaliste, d'aller sur le terrain et de témoigner de ce qu'il voit, n'est-ce pas, eh bien, si ce qu'il voit, si ce qu'il transmet correspond à la vérité que l'on veut faire connaître, n'est-ce pas, à la population, à l'opinion, alors on la transmettra. Mais sinon, on va la censurer, on va la déformer. J'en ai un exemple, alors assez, tout à fait anodin, mais pour vous dire à quel point, n'est-ce pas, cette espèce d'écrémage, de censure perpétuelle de l'information agit, n'est-ce pas, quotidiennement. Notre président Macron, je ne le porte pas, je n'apprécie pas du tout sa politique, mais il faut lui reconnaître tout de même un mérite, c'est que par rapport à son prédécesseur, il a adopté une attitude un peu différente vis-à-vis de la Russie, voulant rétablir des relations normales. Il a invité le président Vladimir Poutine à l'Élysée, il a accepté l'invitation d'aller en Russie l'année prochaine. Et au fond, il manifeste des sentiments, en tout cas, que l'on ne peut pas accuser de russophobie, ce qui est déjà un grand progrès.
Et dans son discours de Dubaï, pour justement faire l'éloge du musée que le Louvre vient de créer à Dubaï, il a beaucoup insisté sur l'importance de la beauté, n'est-ce pas, pour sauver le monde, et il a cité Dostoïevski. Il a dit, au début de son discours, je vais vous citer un romancier russe, Dostoïevski, qui a dit « La beauté sauvera le monde ». J'ai écouté cette information, elle a été transmise une fois. Et ensuite, sans doute, tous ces informateurs, n'est-ce pas, ont dû trouver qu'il était quand même abusif qu'un président de notre République, étant donné, n'est-ce pas, l'image que l'on donne de la Russie, une image qui imprègne les neurones de la plupart de nos concitoyens, eh bien qu'il est quand même intolérable qu'un président, que notre grand président, notre président jupitérien, n'est-ce pas, fasse l'éloge d'un romancier russe, slavophile, nationaliste, orthodoxe. C'est évidemment un contresens absolu. Donc ils ont censuré tout simplement, eh bien, le discours de leur président en faisant des paraphrases, n'est-ce pas, pour que le nom de Dostoïevski ne paraisse pas. C'est un petit détail, mais toute notre information, tout le langage qui est transmis par nos médias est bourré de ces détails, n'est-ce pas, et nous sommes complètement sous perfusion, je dirais, n'est-ce pas, idéologique, permanente, au nom de la liberté d'expression, au nom de l'égalité des chances. Nous sommes sous le joug d'une caste qui, de plus en plus, n'est-ce pas, fait obstacle à cette égalité des chances. Mais cette égalité des chances ne peut pas être niée dans la mesure où elle est dans les gènes même de notre démocratie. Et c'est là où nous sommes devant une contradiction absolument flagrante. Qu'est-ce qui est à l'origine, au fond, du totalitarisme? Bien, je vais vous le dire, ce qui est à l'origine du totalitarisme. Il y a très longtemps, c'est en Russie. Pour savoir ce qui est à l'origine, au fond, de tous les totalitarismes, il faudrait se référer aux principes de Nechtchaïev. Et les principes de Nechtchaïev affirmaient une égalité absolue entre les gens, n'est-ce pas? Mais absolue. Si bien que, comme il disait, il faut raser les montagnes, n'est-ce pas? Il fallait opérer de telles... il fallait véritablement exercer une telle terreur, n'est-ce pas? Ce sont les principes de Nechtchaïev qui sont à l'origine de la terreur bolchevique. Justement, au nom de l'égalité, d'un égalitarisme complètement impossible, évidemment, puisqu'il n'existe pas, il ne peut pas exister dans la vie. Eh bien, c'est au point que même en Union soviétique, il y a eu une certaine correction de ce fanatisme égalitaire complètement utopique et qui est à l'origine du terrorisme en réalité. Puisque j'ai vu récemment un film qui s'appelle un jeune homme sévère, où des jeunes gens discutent de l'égalité. Est-ce que l'égalité est possible dans notre régime, dans notre société? Et ils ont conclu que non, il faut plutôt se méfier de cet égalitarisme, car au fond, cet égalitarisme est impraticable. Donc c'est cela qui a amené le régime soviétique peu à peu à évoluer et finalement à trahir même, n'est-ce pas, ces postulats initiaux, n'est-ce pas, les plus rigides, les plus inébranlables, ceux qui avaient été d'abord posés par Lénine. Et c'est ce qui exprime aussi les contradictions, évidemment, de chaque politique. Je ne sais pas si ça va.